Bonsoir tout le monde. Je reconnais déjà présent et salut à vous Yellow Shark et Axel qui sont déjà arrivés sur le chat. Vous avez même déjà commencé à papoter, comme vous pouvez peut-être le voir sur le côté avant que le stream ne commence. En tout cas, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui soit sont déjà présents ou qui sont en train de lurker ou qui vont voir ce live stream hors diffusion un petit peu plus tard. Donc Erdorin l'air de rien ou Erdorin 2300, c'est un live stream dans lequel je vous présente le travail que j'ai accompli ces derniers temps sur le jeu de rôle Erdorin 2300, qui est donc la nouvelle version de Tigre Volant, un jeu de rôle de science-fiction que j'ai écrit, que je suis donc en train de réécrire. Le concept, c'est que entre deux live streams, je vais écrire des trucs et puis je vais vous les présenter. Puis je vais vous présenter aussi 2-3 petites autres choses. Voilà. C'est bien qu'il y ait un petit peu de monde déjà parce que j'ai 2-3 choses. Alors en fait, pour être très précis, j'avais dans l'idée de base de vous présenter des nouveautés sur les nations et notamment de commencer à écrire des choses sur les nations stellaires, qui est un sujet que j'avais quelque peu mis de côté pour le moment. J'ai commencé un petit peu à écrire, mais j'ai une autre idée qui est arrivée par la suite, et c'est ce dont on va parler un petit peu plus tard. J'ai déjà mentionné, c'est pas une surprise pour personne. On va parler de métaplot. Pourquoi est-ce qu'il y a un métaplot dans Erdorin 2300 ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a en fait pas de métaplot dans Erdorin 2300 ? Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à écrire 5 pages de Word, de trucs qui ne sont pas vraiment du métaplot, sauf qu'en fait que si, mais ça dépend. On va revenir tout de suite, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Dans un premier temps, alors déjà je vous avertis un petit truc, si de temps en temps vous me voyez me tamponner l'œil comme ça, c'est pas une manière subtile de vous dire que je m'en tamponne le coquillard, c'est parce que je vais avoir un œil de lapin russe là, j'ai soudainement une attaque d'allergie dans l'œil droit, ce qui fait qu'il est très très rouge et pour ça aussi qu'il est à moitié fermé. Tu sais que tu adores te compliquer ta vie. Oui, tout à fait. Mais je pense que je ne serais ni graphiste, ni rôliste, ni auteur si ce n'était pas le cas. Métaplot. Et puis, avant toute chose, puisque ton œil est explosé, et sans doute de pourquoi tu dois le tamponner, c'est exactement ça. Ça se voit pas trop parce qu'il est un peu dans l'ombre, mais ouais, j'ai un peu morflé. Alors j'ai pris un antihistaminique, je me suis passé sous l'œil un nombre de fois. Toi, tu te compliques absolument jamais la vie. Ton métaplot, ça semble plus compliqué que ça. C'est exactement ça, Yellow Shark, tout à fait. On est en plein dedans. Cela dit, avant toute chose, je voulais vous montrer un truc qui est tiens, je vois que j'avais pas refait le tac. J'avais pas refait un petit truc là. Je vais juste parce que visiblement je n'ai plus j'ai pas rechangé la box qui montre les commentaires. Donc il faut que je réarrange un petit peu ça. Voilà, on va le mettre encore un peu plus petit de façon à ce que ça soit visible là. Oui, voilà, on va faire ça comme ça. Tac, transition, bim. Voilà, alors je vais vous montrer un truc dont je vous parle de temps en temps, en tout cas qui est dans la description des vidéos, et si elle n'y est pas, elle devrait y être. C'est la boutique Redbubble pour Erdorin. Donc là, vous pouvez aller sur cette boutique et récupérer des choses. Il y a des t-shirts, il y a des autocollants, il y a pas mal de trucs. Voilà, vous avez le t-shirt premium, vous avez même des casquettes, vous avez vraiment pas mal de trucs. C'est sur Erdorin et aussi Erdorin 2300. Il y a un petit peu de tout. Je pense qu'on pourra en rajouter 2-3. Ça serait un truc assez intéressant. Mais je voulais non seulement vous montrer cette boutique-là, mais puisque Axel est là, je vais aussi vous montrer sa boutique à elle. Psychic Art Corner, donc sur lequel il y a aussi énormément de choses, notamment quelques trucs qui sont en rapport avec Erdorin 2300. Notamment, récemment, elle a ajouté cette illustration-ci qui est déclinable dans pas mal de trucs, en coque, en t-shirt, etc. Et c'est le personnage de Dayfield, c'est un des 2 personnages qui est présent dans la série de romans avec plein de guillemets que j'ai écrite avec Psyché, donc Erdorin, Chronique de l'Arbre-Monde.
Voilà, donc je vous mettrai les liens vers les boutiques en question dans la description de la vidéo, mais sachez que ces choses-là existent. Sachez également, faut que je regarde la bonne caméra, c'est celle-là puisqu'on est sur le web. Sachez également que sur la boutique Erdorine, je ne touche rien. Tout l'argent va à Psyché et Alicia, qui sont en fait donc Axel et Alicia, qui sont en fait celles qui gèrent la boutique, celles qui ont fait le design. Du coup, je leur laisse l'intégralité des recettes du truc. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir des trucs un petit peu branded sur Erdorine, vous pouvez aller voir là-bas. Oulali, oulala. Voilà, sans plus attendre, on va passer sur l'écriture. Poum. Donc, comme je l'avais mentionné, alors en fait, dans les nations, alors j'ai rajouté 2-3 trucs. Je vais pas revenir dessus parce que très franchement, je ne me souviens plus exactement qu'est-ce que j'ai rajouté, et c'était vraiment des petits trucs pour vraiment développer un petit peu certains éléments. Voilà, plein extérieur. Sinon, je crois que tu avais fini de parler de colonialisme, ça j'en avais déjà parlé. Mais c'était juste pour donc rajouter des éléments. Alors, c'est que tu as une artiste graphique sous la main pour rajouter. Tout à fait. En fait, c'est Ali qui gère la boutique en question. Toi, tu fais les Mickey. Oui, écoute, ouais, tout à fait. Je vois les trucs, mais c'est pas parti. Il faut que je vais en fait, c'est de temps en temps Social Stream qui perd la connexion. Je sais pas pourquoi. Si je rebascule, donc Social Stream, c'est l'application qui gère les commentaires, qui met tout ça en forme, et donc du coup j'ai une source que je peux mettre sur OBS. Mais visiblement là, de temps en temps, il perd un peu la connexion. Donc faut que je repasse sur Social Stream, j'y arriverai, pour qu'il refasse comment dirais-je, la synchronisation. Voilà, mais j'ai quand même un retour, c'est pour ça que je vois qu'il y a des trucs qui apparaissent et qui ne sont pas dans le système. Donc voilà. Ah oui, non, effectivement, Yellow Shark, c'est bien, tu le mentionnes, mais je l'ai effectivement rappelé à Axel qu'elle devait refaire la fiche de perso. Alors, c'est pas maintenant super urgent parce que j'ai pas de convention avant la fin août, mais ça serait bien que ça se fasse aussi effectivement à un moment donné. Alors, que je regarde un petit peu dans les États-Unis, machin, je crois que j'ai pas rajouté grand-chose. Faut vraiment que je me souvienne un petit peu de ce que j'ai fait, mais je crois qu'il y a vraiment assez peu de trucs qui ont été rajoutés. Prévu cette semaine. Ouais, très bien. Super. Je crois que c'était dans Copacabana où j'avais rajouté les quartiers sous-marins appelés des aquarias. Ouais, le fait que les citoyens privilégient la coopération et la solidarité, mais je crois que ça y était déjà. À son âge, on perd la mémoire. Tu sais, techniquement, son âge, il est un petit peu moindre que le mien. Plus prosaïquement, ma dépression ne m'aide pas, mais ça va mieux. Écoute, tant mieux, au moins ça. Oui, j'arrive pas à retrouver ce que j'avais rajouté, c'est pas très important. Alors après, j'ai eu un bug, j'ai Word qui a planté et je me suis aperçu qu'il y avait des trucs que j'avais pas sauvegardés. Donc j'ai perdu une petite quantité d'informations, pas énormément. D'après ce que j'ai vu en retrouvant les trucs, j'avais écrit pas mal de trucs sur les ligues Atlanier et ça j'ai dû le réécrire, mais bon, ça c'est pas très très grave. Ça correspondait à quoi, 4-5 paragraphes, c'était pas très compliqué. Mais j'ai l'impression que j'ai perdu d'autres choses ailleurs, mais j'arrive pas à voir quoi. Donc c'est peut-être en fait non, j'ai rien perdu. Et donc on arrive aux nations stellaires.
Alors, la République Eldarine, fondée sur les cendres de l'Arlorian Tour, la République Eldarine compte 12 planètes terraformées et de nombreux habitats spatiaux. Ces planètes sont centrées autour de la première couronne, les 3 planètes d'origine des Eldar, avec une minuscule Eldar maintenant. Enfin, je vois si je fais avec une minuscule ou avec une majuscule. Pour le moment, j'ai tout mis en minuscule, donc je vais continuer comme ça. Dans leur immense majorité, les territoires fonctionnent dans un mélange d'autogestion et de féodalisme clanique avec une louche de planification par-dessus. L'administration est très peu visible, le plus souvent répartie auprès des habitants. Chaque planète et habitat majeur a un conseil appelé Agora. Il y a également une Agora nationale avec 12 membres, un pour les habitats et un pour chaque planète avec une jachère tournante. Alors c'est expliqué en quelques mots, c'est peut-être pas très très parlant, mais ça signifie que il y a 12 planètes plus les habitats stellaires, ça fait 13, mais comme il y a que 12 membres, il y a un qui n'est pas représenté, mais à chaque fois ça change. C'est pas quand il y a un nouveau membre qui va arriver dans l'agora, qui est désigné pour rejoindre l'agora, et ben ça va être quelqu'un de la planète qui n'a pas été, du monde qui n'a pas été choisi la dernière fois. Ensuite, l'économie est principalement tournée vers l'autosuffisance. Les 12 mondes de la République ont été choisis dans ce but et avec de la marge. Cette marge, principalement sous la forme de produits alimentaires, est exportée assez largement dans la sphère. Depuis quelque temps, les milieux académiques ont commencé à gagner une certaine réputation, notamment Ardania High School, surnom officieux de l'école universelle de Toren Ardanayan. Donc Ardania High School, c'était le nom qu'Axel avait donné au truc. J'ai décidé de le garder, ça paraît rigolo. En apparence, en fait, ce qui est marrant, c'est que sur Ardania, qui est une planète où il y a beaucoup de terriens, on a un petit peu l'impression qu'il y a une nomenclature officielle qui est gérée que par l'administration, et les locaux ont trouvé des surnoms pour tout. Tor en Ardanayan, qui est la capitale, les terriens l'appellent Columbus. Je sais pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi, mais va comprendre pourquoi ils font ce genre de truc, mais voilà. En apparence, le niveau de vie est plutôt bas, mais c'est surtout dû au fait que les Eldar aiment cacher leur technologie de façon générale, ont adopté un style de vie plutôt frugal. Ça, c'est un truc toujours assez amusant. Quand tu arrives sur une planète Eldarine, t'as l'impression d'arriver dans un monde un petit peu rural, médiéval, avec des gens avec des tenues en lin et puis des outils assez rudimentaires. Puis de temps en temps, t'as une barge antigrave qui va passer. C'est normal. Mais en fait, tous les trucs sont cachés. Il y a des relais, il y a l'équivalent des relais 5G cachés partout dans les arbres. Tu soulèves une souche d'arbre, tu vas tomber sur un réseau électrique. Enfin voilà, ça va être, c'est quand même assez particulier. Tu vas rentrer dans une maison, tu vas aller au sous-sol et là t'as la gare du train à grande vitesse. Ensuite, dans la société, la République Eldarine est, comme son nom l'indique, peuplée en très grande majorité d'Eldar. Il y a des exceptions comme la station spatiale Alenia, Ardania et le quartier diplomatique de la capitale, Toren Evelian. En apparence, on pourrait croire que les mondes Eldarines sont ruraux avec très peu de technologie, mais c'est en apparence seulement. La technologie est partout, mais elle est cachée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Essaye de dire Tortruc sans bafouiller. Oui, Toren Evelian. Evelian. J'y arrive pas grave. C'est mon propre jeu, j'arrive pas à le prononcer, c'est rigolo. Alors, sécurité, les miliciens sont surtout là pour gérer des problèmes naturels, animaux en goguette, événements météorologiques, accidents, etc. Ils ont une formation très polyvalente, incluant de la médecine, de l'ingénierie et un peu de sécurité, pas beaucoup. Pour les soucis plus importants, genre des étrangers en goguette, il existe, d'ailleurs j'ai utilisé 2 fois goguette, on va utiliser le genre des touristes. Il existe des miliciens spécialisés dans les activités de contre-espionnage surnommés les ombres. Et là, de nouveau, le truc, je sais pas trop ce qu'il fait, hein. Je sais pas trop ce qu'il me fait, là, le social stream. Il perd la connexion assez régulièrement. Et il va falloir que je regarde ça, que je regarde ça un peu sous le nez pour voir pourquoi est-ce que ça déconne. Je comprends pas trop pourquoi. Bon, j'en profite pour passer, tac, comme ça. Je reviens sur Word. Et dans les sites plus compliqués que ça, les terriens parlent volontiers des républiques populaires eldarines, mais c'est une mauvaise traduction, mais il y a aussi un fond de vérité. Si je me souviens bien, dans
dans Tigre Volant 3.0, je parlais justement de République populaire Eldarin. Ça fait partie des 2-3 petites choses que j'ai un petit peu ajustées, pas beaucoup. Voilà, Ligue Atlani. Géographie, les Ligues Atlani sont une entité politique qui regroupe les 3 mondes d'origine des Atlani, Briviané, Eocard et Listant, et quelques dépendances, une planète secondaire qui s'appelle Jalarag, contrôlée par Briviané, et une grande quantité d'habitats spatiaux. Autrefois 3 royaumes, aujourd'hui seul Eocard a gardé ce régime dans une forme très constitutionnaliste. Listant a un système parlementaire matiné d'alliances claniques et Briviané est une fédération dotée d'un des rares exemples de démocratie en dehors de l'espace terrien. Alors, qu'est-ce que quand tu dis, disons que la raison n'était pas claire, ça fait drôle de surnom terrien, tu parles de quoi? D'Ardania, de Ardania High School, ouais, il y a une raison, si c'est Columbus, oui, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Columbus, je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais, il y a une raison. La République populaire. Oui, alors la République populaire, c'est que c'est parmi les premiers terriens qui ont visité l'endroit. Il y avait des gars qui venaient de la République socialiste centra-américaine et ils ont pas très bien compris ce qu'on leur a expliqué. Ils ont vu que c'était le paradis socialiste et puis du coup ils ont dit que c'est une République populaire Eldarin. Voilà, c'est un petit peu le genre de quiproquo que tu peux avoir. Alors, j'en étais à la politique, les ligues en elles-mêmes sont une alliance surtout économique mais également un volet militaire qui a longtemps été ignoré, jusqu'à ce que la Fédération des Hautes-Terres débarque sur une des lunes de Listant pour une opération aussi spéciale que mystérieuse. Ni les Highlanders ni les autorités de Listant ne veulent en parler. Comme pour la République Eldarin, les Ligues Atlani ont une économie principalement tournée vers l'autosuffisance. Elles ont cependant une plus grande ouverture vers le reste de la sphère, avec des industries lourdes conséquentes, de l'artisanat de luxe très réputé, des institutions académiques de haut niveau et des clans marchands qui font souvent jeu égal avec les guildes Siansk. Et comme pour les Eldar, la population des Ligues vit plutôt frugalement, même s'il y a beaucoup plus de grands centres urbains et que la technologie est plus visible. Je pense qu'il faudra que je rajoute un élément pour dire que les Ligues Atlani, ça a beau être que 3 ou 4 planètes, c'est quand même une puissance majeure, justement par pas mal de soft power, et une puissance économique vraiment non négligeable. Je sais pas trop où je le rajouterai, mais ouais, on verra ça plus tard. Alors, société, les Ligues Atlani ont une réputation de traditionnalisme, mais c'est assez contrasté. Listant, par exemple, cultive une réputation de peuple des bois brut de décoffrage, dont les querelles de clans seraient qualifiées de guerre civile mineure ailleurs. À l'autre bout du spectre, Briviané est un monde qui accueille à bras ouverts les idées nouvelles, même les plus stupides comme le videoling nord-américain. Entre les deux, Eocard joue avec son image de dernier royaume et de la présence de nombreux exilés de l'ex-Alorien Tour, tout en étant plutôt à l'écoute du moment. Dans l'ensemble, les Ligues Atlani sont des mondes sûrs avec une criminalité peu active et surtout discrète. Il y a des exceptions comme les querelles de clans sur Listant, mais elles impliquent le plus souvent les autochtones et selon des règles très codifiées. Si pendant longtemps Eocard a donné l'image d'une nation forte, d'une grande tradition militaire, cette image a été passablement écornée par l'incursion Highlander. Les forces militaires des Ligues sont actuellement en pleine reconstruction. Bon, faut pas entendre par là qu'ils ont été démolis, hein, c'est effectivement aussi un peu le cas, mais c'est surtout qu'ils sont en train de sérieusement réévaluer leur doctrine d'emploi qui ont 3000 ans de retard, fondamentalement. Voilà, alors voilà pour les nations, voilà ce sur quoi j'ai un petit peu avancé. Et comme mentionné, en fait, la raison pour laquelle je n'ai pas avancé beaucoup plus loin, c'est l'autre fichier sur lequel j'ai bossé. Là, on va faire miso.caméra 2, propriété, on change la tac, et transition, bim, ça a déjà été fait. Voilà, et on arrive au cœur de, ce qui, je pense, va être un petit peu le cœur de de ce live stream, conspiration, métaplot et autres bilvesées. Il n'y a pas de métaplot dans Erdorin 2300, il y a cependant de la place pour des métaplots dans l'univers d'Erdorin 2300. En voici quelques-uns, certains sont vrais, d'autres un peu moins. Dans tous les cas, libre à vous de les utiliser
ou non. Et c'est un peu le principe, c'est que je vais pas vous donner un grand métaplot qui va couvrir tout, je vais vous donner plein de métaplots, plein d'idées que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser. L'univers tourne très bien sans ça. C'est quand même, il y a quand même des réponses à certaines questions qui se posent, mais c'est pas forcément les bonnes réponses. Et là encore, moi je sais quelles sont les bonnes réponses dans mon Erdorine à moi, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et donc on commence avec Erdorine et ses secrets. Alors là, d'une certaine façon, il va y avoir des gros spoilers, mais c'est des gros spoilers seulement si vous le décidez. En fait, tu mets ta plot ou pas. C'est ça, exactement ça. Erdorine, c'est le nom que les Eldar ont donné à la Terre. Ils y ont vécu pendant plusieurs milliers d'années, mais les circonstances de cette période sont floues, volontairement. C'est quelque chose dont les Eldar ne veulent pas parler, ou alors sous la forme de légendes particulièrement hautes en couleur, et popularisées sur Terre par un linguiste anglais du début du XXe siècle, à base de dieux noirs, de grandes guerres pour la lumière et de destins tragiques. Oui, l'Eldarine ancien aimait beaucoup les majuscules. La vérité est beaucoup moins connue. En 2300, elle commence à être discutée dans le milieu des historiens, surtout terriens, mais pendant longtemps, les recherches sur le sujet avaient tendance à être plus dangereuses pour les historiens et les archéologues que les pilleurs de tombes, les munitions non explosées et les restrictions budgétaires réunies. Alors, je sais pas à qui tu as du salut, mais ok. Et pour cause, une société secrète, l'Orenui, ceux qui se souviennent, a longtemps œuvré pour faire disparaître les traces de ce passé à l'arme lourde si nécessaire. Cette vérité est la suivante. Ce qui s'est passé sur Erdorine avant l'exil est une guerre civile sur des motifs religieux. Pour être plus précis, une faction, les Kelenari, ceux de la lumière, ont lutté contre une autre faction baptisée par eux Ilek, jusqu'à leur nier toute ressemblance. C'est-à-dire, ils étaient vraiment... Mon appli déconne. Oui, alors complètement. Attends, je vais repasser sur... Mais surtout, ce qui m'étonne, c'est que je ne l'ai pas... Mon appli déconne, mais en fait, non. Ou alors, j'ai raté qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Est-ce que ça serait quelqu'un qui est arrivé sur Twitch? Non, Twitch, c'est calme aussi. Alors là, c'est même pas que s'il y a eu un commentaire qui est arrivé, je ne le vois même pas. Enfin, s'il y a une nouvelle personne qui est arrivée, je ne la vois même pas sur YouTube, ce qui est assez étonnant. À moins que tu dises salut juste comme ça, mais si c'était pour saluer quelqu'un, je vois pas à qui tu parles. Alors, un Ilek n'était plus un Elda ou un Atalen. Non, c'est le métaplot du live. L'appli déconne peut-être, on ne sait pas, mais personne n'est arrivé. Ok. J'ai pas dit salut. Bah, pourquoi j'ai eu un salut qui a popé? Ah, parce que t'as dit i, il l'a traduit par aïe. Abruti. Il est con comme une brique, ce machin. Alors ça, c'est pas l'appli, hein. C'est pas Social Streams. Je pense que c'est YouTube qui m'a fait de la merde. Alors je vais voir si j'arrive à régler ça pour dire de ne pas faire de traduction automatique, mais visiblement non, je vois pas de réglage là-dessus. Bon, désolé. Bon, bref, on va revenir au truc. Un Ilek n'était plus un Elda ou un Atalen, c'était un Ilek, un démon. Une catastrophe environnementale a précipité la planète dans un nouvel âge glaciaire, ce qui a causé l'exil. Kelenari et Ilek ont finalement fait cause commune pour quitter la planète, mais au prix de l'oubli. Personne ne devait savoir le pourquoi du comment, et l'Orenui avait pour tâche de veiller à cela. Pourquoi l'oubli? Par crainte que le souvenir de la division passée ne ressurgisse et ne crée une nouvelle guerre civile. Finalement, il n'y a pas eu besoin de cela, les excès de la Retour ont suffi. L'arrivée des Terriens... Ah, papou, remonte pas si vite, toi. L'arrivée des Terriens et leur vision scientifique de l'histoire a été une très mauvaise nouvelle pour l'organisation. Mais affaibli par des millénaires d'activités ralenties, il n'a pas pu faire face assez vite à l'appétit des académiciens, malgré quelques frappes nucléaires aussi discrètes que précises pendant les 2 dernières guerres mondiales. Et n'oublions pas que des témoins de la période pré-exil, il y en a encore quelques-uns, bon, pas plus d'une vingtaine, mais ils ont souvent une très bonne mémoire. Et aussi un goût certain pour les affabulations. Le métaplot qu'il lit, c'est la base de ce qu'on a créé et gardé pour les romans de la BD. Mais oui, exactement.
En très résumé, cela dit. Et puisqu'on parle des témoins, mentionnons la plus connue Iriel Galadriel, reine légendaire des Eldar, Giltanienne Galadriel Veneresiar, Iriel and Lorraine Tarnor, naît sur Terre quelques siècles avant l'exil. Elle est élue reine au moment de l'exil et préside à la destinée des trois mondes Eldarin pendant toute la période dite de la royauté. C'est elle qui pousse à la mise en place de l'Arlorien Tour avant de se retirer de la vie publique. Certains pensent qu'elle est toujours la dirigeante occulte des Eldar, voire de la sphère, d'autres pensent qu'il s'agit d'un titre et non d'un nom, et que la vraie Galadriel est morte depuis des lustres. Très peu de gens savent qu'elle est la dirigeante, aujourd'hui très contestée, de Lorraine. On peut parfois la croiser, notamment dans certaines des écoles universelles des mondes Eldarin, où elle prend sous son aile des arcanistes prometteurs. Ses élèves forment un petit corpus d'agents qu'elle appelle ses mains, et qu'elle emploie pour de la diplomatie informelle. Et si vous avez en tête l'image d'une grande figure régalienne blonde et un peu diaphane, vous ne reconnaîtrez sans doute pas sous les traits d'une petite mais athlétique Elwen au teint hâlé, à la chevelure châtain clair bouclée, le plus souvent habillée de tenues simples et colorées. Oui, défile parmi les survivants du truc, mais c'est largement pas la seule. Hein. L'Arbre-Monde, puisqu'on parlait d'Erdorin, chronique de l'Arbre-Monde, une des traductions possibles du terme Erdorin, c'est Arbre-Monde. Dans le cas présent, ça représente plus qu'une jolie symbolique. L'Arbre-Monde est une structure imbriquée dans la trame de la planète et qui a la capacité de canaliser l'énergie psychique, les arcanes. Sur Erdorin, elle a été utilisée par des arcanistes puissants qui se sont fait passer pour des dieux qui canalisaient vers eux la ferveur de leurs disciples et la redistribuaient selon leur bon vouloir. La guerre des Ilek était dirigée contre ces faux dieux. En 2300, nul ne sait ce qui est advenu de ces dieux, qui ne sont même pas mentionnés dans la légende, la faute à Lorraine, mais la structure est toujours présente sur Terre et on soupçonne que le choc psychique des guerres mondiales, canalisé par cet arbre-monde, est ce qui a causé le réveil des arcanes sur Terre dès le début du XXIe siècle. Et ce n'est pas la seule planète qui dispose d'une structure similaire. Il y a un arbre-monde sur Alt, probablement aussi sur Olympus, une des 5 planètes européennes, et la rumeur veut qu'il y en aurait eu un en construction sur Fantyr. Et là, pour les gens qui connaissent bien l'univers de Tigre Volant Erdorin, il y a un lien entre celui qui est sur Olympus et celui qui est sur Fantyr. C'est le clan Orontyr, c'est à cause d'eux que... En fait, à l'origine, Olympus, quand elle s'appelait pas encore Olympus et qu'elle n'était pas encore européenne, c'était une planète raisonnablement plate. Le clan Orontyr est venu s'exiler là-bas, a fait des bricolages et soudainement, il y avait des montagnes partout. Et des gens qui faisaient des crises mystiques aussi. C'est un petit peu l'effet de l'arbre-monde. Pas les montagnes, hein, ça ils ont fait une autre connerie, mais le coup des crises mystiques, c'est un petit peu le problème de l'arbre-monde, qui est un peu maillé chez eux. C'est pas du tout prévu comme ça. Et l'arbre-monde, c'est le métaplot. Oui, mais c'est même dans le putain de nom du jeu. Alors, ensuite, l'El-Kharaziri, et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire tout ce truc-là, c'était les discussions avec Axel la semaine passée, quand on avait parlé de l'El-Kharaziri, et ça m'a fait popper plein d'idées, puis je me suis dit, je vais les mettre ici. Ok, à l'origine de l'El-Kharaziri, il y a quelques avant-postes aux confins de l'espace de l'Arlorien Tour à près de 300 années-lumière de Fantyr, conçus avant tout comme des positions militaires sur des planètes vaguement habitables et parfois terraformées à la va-vite. Elles sont tombées sur quelques mondes occupés par au commandement Karlan où vivaient de nombreux Karlan Yandri. L'idée initiale était de fomenter une révolte sur ces mondes, pas forcément une révolte censée réussir, plutôt censée gêner les Karlan. La chute de l'Arlorien Tour a considérablement changé ses plans, principalement parce que plusieurs millions de civils et de militaires ont fui la guerre civile pour venir se réfugier dans ces avant-postes, peu propices à accueillir autant de monde. Et du coup, la révolte devait réussir. Ce qui a fonctionné, surtout parce que le haut commandement Karlan s'est retrouvé à devoir gérer une centaine de crises pas du tout prévues en même temps, ou peu s'en faut. Mais ça ne s'est pas fait sans mal, d'abord parce que même occupés ailleurs, les Karlan, même occupés ailleurs pluriel, les Karlan avait encore assez de troupes sur place pour contester la conquête des planètes. Ensuite, parce qu'il a fallu trouver un moyen de concilier deux sociétés pas radicalement différentes, mais pas loin. Et pas loin de 3 millénaires plus tard, vlatipa que débarquent les Highlanders. Mais pas n'importe quel Highlander non plus. Désolé, j'ai mal zoomé.
Voilà, donc pas n'importe quel Highlander non plus. Le premier vaisseau hyperspatial lancé par la Fédération des Hautes-Terres et qui s'est avéré être un peu trop efficace. Au lieu de parcourir 30 années-lumière, il en a couvert 300. Ce qui a failli être fatal à l'équipage qui n'avait pas prévu un si long voyage et qui a été sauvé in extremis par l'El-Karaziri. Or, à bord de ce vaisseau, il y avait officiellement la fine fleur de la diplomatie Highlander, mais aussi pas mal de personnes haut placées d'une faction concurrente à celle de Gabriel Faure. De là à penser que l'accident était en fait à sabotage, il n'y a qu'un pas qui fut allègrement franchi, probablement à raison d'ailleurs. Et sans aller jusqu'à dire que ça a changé la donne au sein d'El Karaziri en mode survie, l'arrivée de ces terriens aux idées nouvelles a apporté un souffle nouveau à la nation qui, en à peine 2 siècles, s'est réorganisée et a sérieusement consolidé ses positions. Jusqu'au moment de la redécouverte. Là, non seulement l'El Karaziri s'aperçoit que le reste de la sphère existe encore et sous une forme très différente de l'Arlorian Tour, mais dans le même temps, les Highlanders s'aperçoivent que leur patrie dont ils sont partis, leur patrie d'origine est elle aussi partie dans une direction très différente, et la conclusion est unanime, il va falloir rectifier. Je rappelle qu'une flotte d'attaque majeure Highlander pour les Karad, c'est classé menace faible. Oui, c'est un petit peu là. Et ça aussi, il y a un métaplot. Oui, mais alors ça, c'est ton métaplot, c'est pas le mien. Mais je prends, j'en fais des trucs, on verra après. Il est entendu qu'entre la sphère et le reste de la galaxie, il y a l'espace Karlan. Mais qu'y a-t-il au-delà? La réponse est pas une bonne nouvelle. Les détails sont flous et souvent contradictoires, mais il semble qu'il y ait une immense confédération de multiples peuples appelés le Concordat, et qu'ils ne viennent pas en paix. Il est possible que ce soit les Karlan qui les aient énervés, mais il est aussi possible qu'ils considèrent les peuples de la sphère comme des hérétiques, des apostats, ou quelque chose du genre. La seule chose qui semble encore nous sauver, c'est que leur niveau technologique n'est pas fifou, et qu'en plus, ils ont d'autres Parisiens à fouetter. Ils ne vont pas fouetter des chats, quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, ils vont pas débarquer en mode croisade pour venir civiliser les infidèles. La plupart des informations sur cette entité viennent de marchands qui contournent le blocus Karlan et vont faire des affaires dans les ports francs qui se trouvent dans les marches. La plupart sont cyanines, mais il existe aussi quelques peuples nomades comme les extérieurs que l'on peut parfois voir dans la frontière, où ils ont gagné une réputation comparable à celle du peuple fée dans les légendes terriennes, celle qu'on ne montre pas aux enfants. Bah tu vois que c'est aussi ton bêta-plot d'une certaine façon, c'est juste que j'ai fumé un truc avec, voilà, bah écoute... Et puisqu'on parle des Karlan... Bon, les Karlan, ce sont des anthropomorphes, mais ils n'ont en théorie aucun lien avec les peuples d'Erdorine, en théorie. Dans le vrai monde, ce n'est pas tout à fait exact. Reprenons au moment de l'exil. 7 vaisseaux quittent Erdorine, 3 pour les Eldar, 3 pour les Atlantis. Mais attendez une minute, il est où le 7e? Disons que les Highlanders n'ont pas été les premiers à avoir l'idée de saboter un vaisseau pour se débarrasser d'une faction encombrante, d'une faction encombrante, et que ça n'a fonctionné ici que marginalement mieux. Le 7e vaisseau, qui n'était probablement pas un vaisseau dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais c'est une autre histoire, s'est donc retrouvé sur un monde en grande partie désertique, face à des peuplades hostiles. Or, il se trouve qu'une grande majorité des personnes embarquées dans le vaisseau étaient des Ilek, surtout de l'élite académique, notamment des gens qui avaient des compétences très avancées en matière de génie génétique, et pas non plus beaucoup d'éthique pour les encadrer. Ils ont donc créé les Karlan, peuple basé sur le modèle anthropomorphe, mais capable de résister aux conditions désertiques de la planète, et accessoirement, capable de boiter la face au peuple hostile. Puisqu'on parle des Ilek et de leurs compétences en génie génétique et de leur absence de scrupules, ces compétences se sont manifestées pendant la guerre civile par la création d'armes vivantes. La légende parle d'araignées, de scorpions géants ou de dragons, parfois servant de monture aux combattants Ilek, mais aussi des traces de combattants capables de changer de forme ou des créatures hybrides et autres chimères. Tout ceci, c'était il y a plus de 15 000 ans, certes, mais il n'est pas très difficile d'imaginer un lien entre les prouesses des Ilek et des merveilles du génie génétique plus récentes, comme le clan Maigran et ses techniques de terraformation, ou dans un style plus terrien, les Highlanders et les Rohan. Tac, on parle d'engins qui fonctionnent aux arcanes, des trous de verre, oui, c'est peut-être ça aussi. Ça, je ne le préciserai pas, c'est pas très important. Alors, on va revenir, je vais peut-être faire un truc, on va revenir plus tard, mais un petit truc que j'aime bien, quand l'Amérique était un royaume. Quand on se balade aux États-Unis, il est pas rare de voir sur l'arrière des véhicules des autocollants annonçant « The King will return ». Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, ça ne concerne pas Jésus. Encore que.
Beaucoup d'Américains pensent en effet que les USA ont eu un roi et même toute une dynastie, que la chute de cette dynastie a marqué la fin de l'âge d'or américain, mais qu'un jour ce roi reviendra et restaurera la grandeur de l'Amérique. Ce roi, c'est Elvis Presley. Dans les années 50, Elvis a donc été le roi des États-Unis, un règne qui a duré jusqu'à la fin des années 70, date à laquelle un autre roi a pris sa couronne, le King of Pop, qui avait épousé sa fille. Et oui, c'est historique, Michael Jackson a épousé la fille d'Elvis Presley. Il semble même qu'à cette époque, il y a eu un prince, mais que son nom a été effacé et remplacé par un symbole occulte. Ça, c'était une idée à Thias. J'ai trouvé ça très rigolo. Le reste de l'histoire se perd dans les cendres de la Troisième Guerre mondiale, mais si l'histoire officielle donne la date de 1977 pour la mort du premier King, plusieurs théories font état de sa survie, et avec l'entrée des nations terriennes au Cap Mess, de nouvelles variantes ont vu le jour autour de son hérédité et Eldarin. S'il y a quelques exemples avérés d'Eldar ou d'Atlani qui ont fait une carrière dans le spectacle sur Terre, on soupçonne fortement David Bowie d'en avoir fait partie, personne n'a encore avoué avoir été Elvis. Enfin, personne de sérieux en tout cas. Et au fil des décennies, la théorie du King a pris la forme d'une religion comme la Church of Elvis et ses variantes. Ouais, la référence, hein, elle est velue celle-là, je trouve. Hein. Elle est quand même, elle fonctionne super bien en fait. C'est ça qui est marrant. Parce que rappelons aussi que quand même l'histoire notre histoire quelque part dans l'univers de Tigre Volant d'Erdorin, elle se termine en 1992 avec la Troisième Guerre mondiale. Quoi. C'est des trucs qui sont passés au-delà. Année d'ombre. D'ailleurs, puisqu'on en parle, La Nuit des Mutants, c'est le dernier que j'ai. Faut connaître le logo, faut connaître surtout le fait que Prince, pendant un moment donné, ne voulait se faire appeler que par son love symbol. Les 2 dernières guerres mondiales ont été des traumatismes majeurs pour la population terrienne, surtout la troisième. Les radiations et d'autres agents tératogènes ont causé une foule de malformations chez les enfants nés après 1990. Ces malformations étaient souvent mortelles à brève échéance, mais pas toujours. Ceux qui survivaient étaient souvent appelés mutants, et dans la psychose des années d'ombre, ils sont devenus les enfants maudits, le symbole de la guerre. Si l'on trouve encore aujourd'hui des personnes qui naissent avec des caractéristiques physiques qui divergent suffisamment de la norme pour être notables et que la culture populaire qualifie de mutants, il existe aussi 2 formes stables de sous-groupes humains, les Alphans et les Rohan. Si les premiers forment un groupe plutôt flou dont les caractéristiques marquantes se résument par le diptyque cheveux blancs plus arcane, les seconds sont beaucoup plus reconnaissables avec leur tête de chien comme greffée sur un corps humain. La théorie la plus courante sur l'origine des Rohan les décrit comme un projet génétique concurrent des Highlanders, mais il existe aussi une théorie alternative. Il se pourrait que les Eldar, et plus précisément une faction très minoritaire du clan Maigran, aient monté en catastrophe un programme cherchant à adapter l'humanité à un monde ravagé par les radiations, et que Alphan et Rohan seraient les 2 variantes qui auraient le mieux réussi. Selon certaines variantes, les programmes génétiques Highlander en a aussi fait partie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pas mon problème. Et même avant, beaucoup de choses en histoire ont été effacées après la Troisième Guerre mondiale, parfois retrouvées, mais prises totalement de travers. Oui, complètement. C'est un grand classique de l'histoire. Voilà, je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps, mais voilà. Et là, je vais peut-être revenir sur les questions de l'épisode, que vous pouvez voir en haut à gauche. Là, je vais peut-être repasser en face cam. Allez, je repasse en face cam. Boum. Donc, j'ai 3 questions à vous poser. Les nations. Alors, c'est un petit peu une question à la con, mais enfin, fondamentalement, là, j'ai 2 alliances que j'ai regroupées en une, alors que c'est plusieurs nations. C'est les États-Unis nord-américains, NAUS. Et puis les ligues Atlani. Est-ce que je garde ça rassemblé en un, ou est-ce que je fais dans le détail? Ça, je suis pas très sûr. Si vous avez des idées, Jonathan Fright approuve cette théorie du complot. Ouais, il faudrait parler aussi de Jonathan Fright. Tiens, ça pourrait être. Mais ça, je pense aussi, ça c'est un truc quand on parle des métaplots, des idées, il y a aussi un élément que je vais rajouter dans le métaplot, qui en fait, je vais reprendre les élémentaux qui étaient dans Tigre Volant première et deuxième édition et que j'ai shooté dans la troisième parce que je voyais pas l'intérêt. Mais là, si je les rajoute en métaplot, ça fait du sens. C'est encore un truc qui est complètement optionnel, mais voilà.
Alors c'est un petit peu, c'est au-delà. Jonathan Fried, c'est au-delà d'un de ceux qui ont vécu avant l'exil. Hein. Techniquement, c'est un Seamind, c'est un esprit, un serviteur des dieux. Mais oui, je vais faire un truc là-dessus. Je vais développer un petit peu la question des élémentaux, des esprits d'éléments incarnés, qui sont un élément de Tigre Volant première et deuxième édition, dans ma tête, dans mon headcanon, ça fait toujours partie du truc, mais je l'avais pas mis dans la troisième édition parce que ça me paraissait être complètement au pire. Hein. C'était vraiment un truc. On s'est beaucoup amusé. Alors oui, comme Dayfield et Innifield, et ça se discute dans le cas d'Innifield parce que non, c'est Dayfield qui a perdu qui a cramé tout son potentiel Seamind déjà. À l'origine, oui, elle a vaguement un truc comme ça, mais en gros, des gars potentiellement très balèzes si tu les colles à un arbre monde. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui. Mais oui, ça fera partie des trucs que je développerai un petit peu. Et la question, c'est, alors, qu'est-ce que vous pensez aussi de cette idée d'avoir ces métaplots qui sont des éléments de légende qui peuvent être vrais, qui peuvent être fausses? Est-ce que c'est quelque chose qui vous branche? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un truc qui paraît aussi moi, c'est un petit peu l'idée de ménager la chèvre et le chou, de garder des portes ouvertes, mais de pas le faire de manière très ostensible pour le cas où il y a des gens qui en veulent pas, quoi. Alors bon, Axel, tu adores ça. Je me doutais que t'allais kiffer le truc. Hein. Je sans vouloir faire le truc, c'est un peu comme un self-service des idées sympas. Oui, alors idées sympas, ça se discute. C'est très mais c'est un petit peu le pendant très très officieux des factions. C'est un petit peu les points de tension, je veux dire. C'est les points de tension, mais qui font pas forcément partie de l'univers, mais qui pourraient. Vas-y, explique-moi. C'est bien de faire évoluer l'univers selon ses envies, je trouve ça intéressant. Oui, voilà, ça, c'est une des versions possibles, tout à fait. Ouais, oui, non, mais là, on est d'accord. C'est aussi un petit peu le but du truc. Fait chaud. Je pensais qu'on serait un peu plus ce soir, je suis un petit peu déçu. Mais enfin bon, c'est pas très grave. J'ai aussi un petit peu l'habitude qu'il n'y ait pas grand monde qui vienne sur le stream. Puis bon, en plus, le truc, c'est qu'on avait on avait déjà fait ce stream la semaine passée, c'était pas prévu d'en faire un immédiatement, puis je me suis aperçu qu'au niveau au niveau du timing, ça rentrait un peu en collision avec ce que j'avais prévu. Tu es super heureux, j'ai la petite larme de gratitude. Ah bah écoute, c'est encore mieux, quoi, c'est un bonus. C'est moi je prends la petite larme, je la mets dans un petit récipient, je la mets dans une étagère et je serai très content. Donc je déconne, je vais pas mettre un truc dans une étagère avec des chats qui se baladent partout. Les petites fioles, elles survivent pas souvent, pas longtemps chez nous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis aperçu, alors ça on en reviendra peut-être à la fin du stream, je me suis aperçu qu'en fait je me suis aussi raté sur un autre truc au niveau du timing. Mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Alors, comme je disais, j'ai encore 2-3 idées. Le truc, c'est que pour l'instant, ces idées, elles sont, là encore, il y a un gros déséquilibre, sur, les Eldar, les Atlani, les Terriens. C'est vraiment un truc qui est beaucoup trop centré là-dessus.
j'avais une question, j'avais un dilemme. Bah écoute, je me demandais si c'était enfin, ça, j'ai un petit peu comme toujours, hein, je me demande si c'est une bonne idée. Après, je dois avouer que ça me faisait suffisamment kiffer de mettre ça comme ça, pour que je ne pose pas trop de questions. Je savais aussi ton amour pour ce genre de truc. Je savais qu'on avait déjà maintes fois discuté de Metaplot, donc je me faisais pas trop de soucis. Je pensais pas que ça allait être mal accueilli. Mais je voulais quand même avoir une sorte de justification, hein, qu'on me dise oui, en fait c'est pas totalement. Vous savez, vous avez le droit de dire si je dis de la merde, hein, je veux dire, enfin si vous pensez qu'il y a un truc qui colle pas, faut pas hésiter à me le dire. C'est vrai que des fois il y a des discussions qui sont pas forcément idéales à faire sur un live stream, mais j'essaye vraiment d'être très ouvert sur les remarques et les améliorations à apporter. Et ce que je disais sur le Metaplot, pour l'instant, c'est vraiment trop centré sur les Eldar, les Atlani, les humains, les terriens. Il faudrait vraiment que je fasse des trucs avec les autres peuples. Grande décision que j'ai eue avec ma bande de release concernant TV. Ah ouais, récemment ou bien ça date du XXe siècle, ça, pour dire que c'est super récent. Et en cause de fans judéa et d'Unida et tout ça. Ah oui, pourquoi il n'y a pas de Metaplot dans un univers si riche? Mais ça, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas faire, de Metaplot vraiment d'avoir un truc un petit peu, des grandes conspirations qui vont se réunir pour faire un truc, ça de 2008 à... Oui, mais on a eu cette discussion aussi. On a eu ces discussions et ça, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas faire. Et ma position a un peu évolué là-dessus. C'est toujours quelque chose que je ne veux pas rendre officiel. On va dire ça comme ça. Je ne pense pas faire dans l'univers d'Erdorine 2300 de suppléments qui vont... je m'avance peut-être là-dessus, mais j'aimerais bien ne pas faire de suppléments qui corroborent une ou l'autre des théories qu'il y a dans ce Metaplot. Enfin, dans ces possibles Metaplots. Pour justement laisser ça ouvert. Parce que tu rends officielle une version libre et adaptable. Oui, voilà, c'est ça. En précisant, c'est peut-être pas ça la vérité, hein. Et si vous décidez que non, mais en fait, c'est tout Iriel Galadriel qui a monté le truc, ça n'a jamais existé, et voilà. Et ensuite, elle est morte en emportant son secret dans sa tombe, et probablement ses derniers mots, ça a été mouahaha. Ça, tout à fait, c'est faisable. Tout est ouvert et parfait, ne t'enferme pas. Exactement. C'est peut-être un peu ça le souci, c'est que j'ai un peu peur d'être enfermé par mon propre univers, étant donné que c'est un univers qui, à la base, vient de dans ma tête d'ado d'il y a 50 ans. Non, je déconne, en tout cas 45, et dans ma tête, il y a un métaplot, hein. Il y a des aventures, il y a des personnages, il y a tout un tas de trucs. De temps en temps, vous les voyez popper à gauche ou à droite dans certains trucs. C'est vraiment mon métaplot à moi d'une certaine façon, mais j'ai pas envie d'en faire particulièrement quelque chose d'officiel, un peu pour pouvoir le garder pour moi d'une certaine façon. Et c'est un des trucs dont je m'étais rendu compte assez rapidement, c'est qu'en fait, quand tu publies un truc, tu le rends public. Donc c'est plus vraiment un truc qui t'appartient à toi en vrai. J'ai pas eu de souci pour l'os, mais je pense que c'est parce que j'ai littéralement construit les romans sur un métaplot entier. Je me suis demandé ensuite quoi, mais ça, je pense que ça va venir. Quel égoïste. Et comment le donner aux joueurs pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent? Alors que moi, c'est différent, parce que quelque part, on peut presque dire, toi, t'as construit d'abord les romans, ensuite t'as construit l'univers autour, d'une certaine manière.
Moi, j'ai presque fait le contraire. Disons qu'il y avait, c'est beaucoup plus mélangé. Le côté fiction personnelle et le côté univers de JDR, ça c'est un petit peu nourri l'un de l'autre. Oui, mais Yellow Shark, je suis un Saléguast, hein. Un Saléguast qui publie des trucs sous licence Creative Commons, mais voilà. J'avais les 3 romans que le JDR était pas encore achevé. Ouais, ben voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça le concept. T'avais une histoire, tu voulais la raconter sous la forme d'un roman et ensuite développer l'univers pour en faire un JDR. Bon, quasiment dans le même moment. Après, c'est aussi l'os, si je ne me trompe pas, c'est quand même quelque chose que t'as développé raisonnablement vite en 10 ans, 15 ans. Alors que moi, ça fait plus de 40 ans que je bosse dessus, Erdorin. Donc il y a aussi et c'est quand même un truc qui a beaucoup évolué à partir du moment où j'ai commencé à y réfléchir. Je dis souvent que j'ai commencé à penser à cet univers avant que je fasse du jeu de rôle. C'est pas entièrement faux. Et du coup, à l'origine, les tout débuts, les toutes premières fois où j'ai joué à ce qui allait devenir Tigre Volant avec mes joueurs, c'était vraiment un truc où tu jouais les mercenaires contre les méchants Highlander, et j'avais construit quasiment zéro de l'univers, quoi. Pour moi, ça change tout. Là, je vous raconte quand j'ai développé l'univers. Bah écoute, vas-y, on a du temps, hein. C'est intéressant aussi de comparer nos notes là-dessus. Je vais juste noter un truc sur le... Mais faites pas attention à moi. Dans un retour de train de chez Alias, en écoutant de la musique et en ayant des idées visuelles, en 1h30, j'avais toutes les bases, de reste, c'est des inspirations venues de JDR. Surtout des personnages. On fait comme si t'étais pas là. Arrête-moi si je me trompe, Axel, t'avais pas aussi des trucs que t'avais, ou je confonds peut-être avec un autre truc, mais t'avais pas aussi des personnages que t'avais développés pour un MMORPG? C'est ça, d'accord. Le Porg, c'est le mal. Bon, ouais, c'est pas tant que c'est le mal, c'est juste que c'est un style de jeu que j'ai trouvé... Les rares fois où j'ai essayé de jouer des MMORPG, j'ai trouvé ça super chiant, en fait. Tout le côté grind, c'était... Puis bon, par contre, c'était aussi que le côté social me passait un peu au-dessus. Jawad ou encore Precious, Haim ou Sonia ont été joués en MMORPG par des joueurs. Haim, c'est un perso d'Alizia. Je suis tellement pas étonné. Et encore que ça aurait pu être la capitaine là qui est la plus ou moins collègue ou copine de Jawad, le capitaine de vaisseau volant. On jouait pas pour le jeu mais pour le décor et faire du roleplay. D'accord. Erzébeth, je crois que c'est elle, oui. Alors, est-ce que j'ai des personnages auxquels je tiens particulièrement dans Erdorin? Alors,
je dois avouer que j'ai une petite faiblesse pour comment ça s'appelle, pour Galadriel. Parce que j'aime bien cette version d'elle que j'ai plus ou moins bricolée, sachant que c'est quelque chose que j'ai pas mal bricolé. Alors dans les romans un peu, pas tant forcément dans Erdorin Chronique de l'Arbre Monde, mais je l'ai peut-être plus développé dans Progression, qui était qui est ce que j'appelle, c'est ma fanfiction dans mon propre univers. Ah, je m'amuse beaucoup avec Galadriel. J'ai vraiment vraiment trouvé des trucs assez rigolos à faire avec elle. Mais ouais. Alors, par exemple, une des blagues avec Galadriel, c'est qu'elle réécrit régulièrement sa propre légende. C'est un petit peu le concept en fait de l'histoire chez les Eldar n'ont quasiment pas d'historiens tels que les Terriens les entendent, mais ils écrivent des légendes qui sont plus ou moins des chroniques familiales, claniques sur plusieurs centaines d'années, de siècles, etc. Et du coup dans en fait, ils font des fanfictions de leur propre histoire, et du coup, Galadriel, elle fait des fanfictions de sa propre histoire. La fanfiction dans son univers, c'est fort. Alors, je pense qu'il y a une place spéciale en enfer pour moi, de ce point de vue-là. Petite tendresse pour Arco et Michael Carlin aussi. Alors, le truc, c'est que Arco, ça triche parce que Arco, c'est un Carlan. C'est pas un Carlan, c'est un Rowan. Et les Rowan, c'est toujours fun. Je m'amuse beaucoup avec les personnages Rowan. Et en fait, c'est toujours assez amusant de faire des personnages Rowan un petit peu bourrins. Et puis de twister derrière, d'avoir le personnage qui en fait effectivement a fait toute sa carrière comme étant un petit peu un mercenaire un peu bourrin, mais en fait il a cumulé suffisamment d'expérience pour être beaucoup plus subtil qu'il en a l'air. Et c'est le cas d'Arco en fait. Je pense suggérer à Alias pour les exemples en situation de servir de deux persos, un masculin et un féminin. Le masculin serait Arco. Alors j'ai d'autres idées pour les personnages et je pense pas en faire seulement deux. Je pense qu'on peut en faire beaucoup plus que ça. Arco n'est pas exactement mon archétype de personnage débutant que j'ai en tête. Il est un petit peu trop oumfa. Hein. Lui il a déjà beaucoup de bouteilles. Arco, dans ma tête, il a 35-40 ans. Il suffit 20-25 ans de mercenariat derrière lui, donc lui, voire plus. Donc c'est pas exactement ce que j'appellerais un personnage débutant. Donc je verrais plutôt des personnages un peu plus machin. Alors après, si on veut revenir Yellow Shark, si on peut revenir sur les personnages que j'aime bien, en fait j'ai tous les personnages que j'ai écrits dans ma tête. Et qu'en fait tu trouves dans Progression parce que d'une certaine façon en tout cas parce que c'est les membres du groupe qui vont se former. Progression grosso modo part d'un principe, c'est en fait ça, on va reprendre depuis le début. À l'origine de Progression, il y avait un scénario que j'avais écrit, qui est d'ailleurs paru dans le Tinkle Bavard il y a oulala turbo longtemps, qui s'appelait Dernier concert avant la fin du monde. Le principe, c'est on est à Londres le 24 décembre 1992. Les personnages sont des jeunes gens qui font partie de la protection civile. Ils sont là pour aller ramasser les cadavres dans les décombres, les munitions non explosées. Ils ont vraiment un boulot de merde. Et puis ils attendent, à partir du moment où ils vont avoir 18 ans, ils vont être envoyés au front. C'est la Troisième Guerre mondiale, c'est l'horreur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le 25 décembre, Londres va être détruit par une explosion nucléaire. Mais ce qu'ils savent par contre, c'est que le soir, il est censé avoir un gigantesque concert pour la paix, avec les plus grandes stars du rock, Iron Maiden, Marillion, enfin bon, tous mes groupes à moi, hein, tous mes groupes fétiches. Et puis ils vont tomber sur une intervention d'une black op un petit peu chelou, d'une personne qui essaie des personnes qui prétendent être des militaires, mais qui se comportent pas du tout comme des militaires et qui essaient de buter une civile. Et puis l'idée c'est qu'ils récupèrent la civile et que la civile leur dit faut que vous m'ameniez absolument au stade de Wembley, là va avoir lieu le concert, parce que c'est notre dernière chance de sauver cette planète.
Et ce personnage est une arcaniste, une disciple de Galadriel, et son idée, c'est en fait d'utiliser l'arbre-monde pour canaliser l'énergie psychique focalisée par le concert pour arrêter la guerre d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est le scénario. Donc, évidemment, c'est un scénario un petit peu one-shot, donc normalement, à la fin, les personnages vont y arriver. Et en fait, il se retrouve, ce qui n'est pas dit dans le scénario, mais que j'ai développé dans Progression, c'est qu'en fait, il rembobine complètement la réalité et il se retrouve dans un truc qui ressemble beaucoup plus à notre monde à nous. Donc ils sont le 25 décembre 1992. Il y a un pape qui est pas du tout le bon pape qui vient de fêter la bénédiction Urbi et Torbi. À Berlin, qui a été détruite quelques mois plus tard par une explosion nucléaire. Ils voient les cérémonies de la réunification de l'Allemagne. Vraiment, ils sont dans un monde qui est complètement, et en fait, ils sont les seuls quasiment à s'en souvenir. Ils ont réussi à sauver le monde, mais ils se sont propulsés en fait dans un univers parallèle. Ah oui, l'histoire de Héritage et Hélène et Calliope, qui est une fanfiction de la fanfiction Progression. Oui, ça c'est ce qu'on appelle le Alt Erdorin en fait. Et du coup, donc pour revenir à Progression, on repart en 2015. Et en 2015, en fait, c'est ces personnages qui forment un groupe qui a été un des groupes phares des années 80 qui s'appelait Salamander, reforme un autre groupe pour se reconnecter à l'arbre-monde et essayer de changer le monde parce qu'ils voient que malgré tout ce qu'ils ont fait 20 ans plus tard, on repart vers la catastrophe, des règlements climatiques et patin couffin. Sauf que il y a aussi les peuples extraterrestres qui sont un petit peu là en train d'attendre. Et sauf que Bis, en fait, dans cet univers-là, l'Arlorien Tour ne s'est pas effondré comme une grosse merde. Enfin, si un peu, mais disons qu'ils ont limité les dégâts. Ils ont les Eldar, en fait, ont toujours une sorte de mini-empire un petit peu hégémonique qui fait chier tout le monde et qui a décidé que la Terre c'était leur chasse gardée. Bref, il y a tout un imbroglio géopolitique au niveau interstellaire là derrière. Je me suis beaucoup amusé à écrire le premier tome que j'avais écrit d'ailleurs dans c'était le National Novel Writing Month, le Nanovrimo, donc je l'ai écrit en un mois quasiment. J'avais commencé à écrire la suite, je me suis un petit peu arrêté, même si j'ai une vague idée d'où ça va aller, j'arrivais pas à avoir l'inspiration pour reprendre le truc. Mais voilà, tout ça c'est disponible bien évidemment sur le site de Tigre Volant et sur mon site perso. Gratos, Creative Commons, tout ça. Voilà, donc pour en venir là, c'était un petit peu, on tape dans les métaplots de machin parallèle, alternative, chose bidule, truc. Peut-être que je ferai un truc dans les métaplots, une idée où l'Arlorien Tour s'est pas effondré et notre monde est un petit peu différent. Ça, faudrait que j'y pense. Voilà. Donc tout ça a quand même pas mal meublé, ce qui fait qu'on arrive. Par contre, faut pas écrire dans sa tête, c'est douloureux. Alors, ça dépend avec quoi tu écris. Hein. Effectivement, si tu y vas au stylo bille, qu'il y a pas beaucoup d'encre, ça peut faire très mal. On est d'accord. Mais voilà, il y a pas beaucoup de place non plus. Héritage est une histoire très pulp, très LGBT+, qui en gros rejoint le Alt Erdorin de pouvoir se passer dans le même univers. Et il pourrait y avoir des points de contact. Mais oui, c'est une blague Eldarine. Ah, c'est clair que je commence à avoir pas mal de surface qui se dégage, hein, donc ça pourrait être... Mais bon, je suis vraiment pas un fan du tatouage non plus, donc ça n'arrivera pas. Voilà. Alors un dernier petit point de détail qui n'a pas vraiment à voir, je crois qu'on va arriver gentiment au bout de ce live stream qui était bien cool.
juste mentionner le fait que la semaine prochaine, normalement, c'est le live stream Radio Erdorin, donc on va parler de musique. Je voulais faire ça le vendredi, comme d'habitude, mais je pense que je vais le décaler au jeudi, parce que le vendredi, en fait, j'ai un concert qui est censé se dérouler dans l'après-midi, mais d'après mes calculs, le temps que je rentre sur Genève en train depuis le Val-de-Bagne, je pense que je serai pas chez moi à 21h, donc je vais plutôt le décaler, donc Radio Erdorin aussi un jeudi, exceptionnellement, parce que sinon ça va juste pas être possible. Sachant qu'il faut encore que je termine l'épisode que j'ai pas encore filmé et que faudrait que je mette en ligne dimanche. Facile, tranquille, j'ai l'habitude. Bref. Et oui, ça serait amusant un mini supplément contexte Alterdorine, ambiance un peu plus rock, pulp et complot. Alors oui, ça serait, mais surtout c'est un truc plus 20e siècle en fait. Enfin 21e du coup, mais contemporain. Ah ouais, alors, si tu rajoutes encore des X-Files derrière, ça pourrait être amusant. Alors tu vois, effectivement là maintenant, si t'imagines un petit peu des personnages qui font partie du contre-espionnage, qui doivent enquêter sur des gens qui prétendent être des extraterrestres et une reine des enfers, qui font des concerts à travers toute l'Europe, que fondamentalement l'ordre d'enquêter vient de beaucoup plus haut, mais leurs différents bureaux n'ont pas envie de mettre du budget là-dessus, donc ils se retrouvent à faire les roadies, enfin les trucs vraiment louches. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être très marrant. Et des artefacts aliens. Oui, voilà, ça, en plus, t'as des trucs qui se rajoutent, ouais. Alors, l'artefact alien, d'ailleurs, qui est en progression, dans l'épisode qui se passe en Hongrie, au bord du lac Balaton, c'est inspiré d'une idée de scénario, de campagne que je voulais faire, qui était une campagne, se déroulant également dans l'univers d'Erdorin, mais au XVIIe siècle, sur Terre. Une sorte de chasse au trésor pour retrouver plein d'artefacts Eldarin, qui était en fait une course au trésor organisée par un Sian fou, enfin bref. Un truc assez barré. Peut-être une fois je le mettrai en forme et puis j'en ferai un petit peu comme j'ai fait pour devoir de mémoire, j'en ferai une sorte de mini supplément en version brute de décoffrage, allez démerdez-vous avec ça. Mais ouais, ça pourrait être marrant. Sur ces fortes paroles, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. En tout cas, merci à ceux qui étaient présents, celles et ceux qui étaient présents et qui ont participé. Merci à tous ceux qui vont revoir cette émission en rediffusion par la suite. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Et puis, passez une excellente soirée. À plus.